Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Après son passage dans le sud Comoé, le Premier ministre s'est arrêté dans la ville de Grand Bassam. Sur place, Patrick Kachi a visité une unité de fabrication de tests rapides antigéniques. Des tests qui permettent de détecter en moins d'une dizaine de minutes la présence ou l'absence du virus à l'origine de la Covid-19. C'était dans la zone franche du Vitsib. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Le dépistage rapide, l'une des clés pour contrer la Covid-19. Plus vite l'on est dépisté, plus rapide est la rupture de la chaîne de transmission. Depuis plusieurs semaines, en partenariat avec des biologistes ivoiriens, l'entreprise allemande Slabor produit des tests rapides au Vitsib. Des tests antigènes permettant en l'espace de 10 minutes de savoir si le sujet testé est atteint de la Covid ou non. Jeudi, le Premier ministre était sur ce site de production. Les gens croient qu'ils ont un palu, ils traitent un palu, ils attendent 3, 4, 5 jours, le palu ne guérit toujours pas, puis ils vont maintenant faire un test PCR. Au moment où ils le font, ils se rendent compte que la maladie a tellement évolué que les possibilités de guérison deviennent très faibles. Et beaucoup justement de cas de létalité, en dehors des causes de morbidité, sont dus à un diagnostic tardif de la maladie. Donc le test antigène a cet avantage, et vous venez le voir tout de suite, puisque moi-même j'ai fait le test, qu'en l'espace de 10 minutes, il vous permet d'écarter du diagnostic de la corona. Fruit d'un partenariat public-privé, l'entreprise produit 10 000 tests jour pour répondre aux besoins des pays africains, avec à la clé le transfert de compétences à la jeunesse ivoirienne. On a commandé 1 500 000 tests pour lesquels, ce laboratoire particulier va fournir 1 million de tests. Mais au-delà, bien sûr, il crée des emplois. Vous avez vu toutes ces personnes qui travaillent là. Donc pour nous, c'est le développement, je dirais, de l'industrie pharmaceutique qui est un des secteurs clés, prioritaires, stratégiques dans la vision 2030 du président de la République et qui figure également dans le plan de développement 2021-2025. Autre étape, la production prochaine de vaccins sur place. Avec déjà cette première étape de production de tests antigènes, ça montre que l'écosystème ivoirien permet d'attirer des investissements directs étrangers extrêmement importants dans des secteurs de pointe d'industrie pharmaceutique et crée donc les conditions pour avancer à la prochaine étape qui est la production de vaccins et sur lequel nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Santé. Les tests rapides produits peuvent être utilisés partout, notamment dans les régions rurales avec une infrastructure réduite. Autre chose à présent, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était dans la commune de Yopougon. Miss Belmondo Dogo est allée apporter le soutien du gouvernement aux parents des victimes emportées par les eaux de pluie. La délégation s'est ensuite rendue sur les lieux du drame, rappelant que les victimes, les 2 élèves, n'ont toujours pas encore été retrouvés, malgré tous les efforts déployés par les sapeurs-pompiers militaires. On regarde l'éclairage de Dangui Dangui. 24 heures après les pluies diluviennes qui ont emporté 2 enfants alors qu'ils étaient sur le chemin de l'école, Miss Belmondo Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est sur le lieu du drame, au quartier Kimi, dans la commune de Yopougon. L'émotion est omniprésente. Juste avant, la délégation ministérielle était au domicile des parents des victimes pour leur apporter le soutien du gouvernement. Occasion pour la famille des victimes de donner sa version des faits. Il est rentré dans le trou le plus grand, dit qu'il veut le sauver forcément. L'eau les entraînait tous deux. En même temps, les 2 qui les suivaient ont rebouché le chemin. En courant, en pleurant, tout le quartier a su qu'il y a problème. Sincèrement, c'est la désolation totale, la tristesse. On ne sait pas comment faire. Nous disons merci à madame et sa délégation pour le soutien qu'il nous apporte. Le gouvernement est également touché par ce drame et reste aux côtés de la famille des 2 écoliers disparus, assure le porte-parole de la délégation du ministre. Madame la ministre, avec toute sa forte délégation, pour apporter donc son réconfort, le réconfort de la République, du chef de l'État, à la famille Kwasi. Les 2 élèves disparus n'ont toujours pas été retrouvés malgré les efforts des sapeurs-pompiers et des hommes de bonne volonté, selon les parents. À la maison, ce tableau accroché au mur du balcon
conserve encore les dernières lignes tracées à la craie de l'une des victimes, âgée de 7 ans, élève au CE1, qui n'aura hélas pas eu le temps de réaliser ses rêves. Force à toutes les familles éprouvées en ce moment. La 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA vient de s'achever à Niamey, au Niger. Devant le nombre croissant de populations exposées au risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a placé le développement de l'agriculture au cœur de son cadre d'action prioritaire 2021-2025. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a par ailleurs demandé la solidarité des pays membres de l'UEMOA autour de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les enjeux de la rencontre avec Dangui Dangui de retour de Niamey. Le nombre de populations dans l'insécurité alimentaire dans la sous-région est en hausse continuelle, selon les termes même des participants de la 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA, tenue à Niamey au Niger. En cause, les effets conjugués des crises sécuritaires, sanitaires et du changement climatique avec son cortège de sécheresse et d'inondations. Devant les risques d'insécurité alimentaire auxquels les populations sont exposées, les experts sont unanimes. L'heure de changer de méthode de culture agricole a sonné. Un des grands problèmes, c'est la question de la mobilisation de l'eau, en particulier dans la zone sahélienne. C'est vrai qu'on a un potentiel de terres irrigables, mais elles sont insuffisamment exploitées à raison justement de la capacité des États à mobiliser l'eau. Le défi pour nous, comment nous pourrions mettre en place les conditions pour que notre souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest puisse être assurée. Développement de l'agriculture, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en a fait une priorité dans son nouvel outil dénommé Cadre d'action prioritaire 2021-2025. Nous allons essayer de tracer les voies et moyens pour une politique agricole, une politique de développement rural de long terme, durable, qui sera apte à impulser une croissance durable, qui sera capable de donner plus d'emplois aussi bien au monde rural, mais de façon générale donner de l'emploi aux populations de nos sous-régions. Après les travaux de la 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les participants ont été reçus en audience par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Au menu des échanges, la question de la solidarité des États membres de l'UEMOA pour une prise en charge efficace des problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Retour à présent chez nous où 26 journalistes viennent de prendre part à une session de formation à Grand Bassam. Pendant 3 jours, ils ont été outillés sur les concepts et faits économiques. Objectif principal, améliorer le niveau de compréhension des journalistes sur certaines thématiques de l'actualité économique. Cheikh Aboubakar Kone. Les grands principes de la macroéconomie, la loi de l'offre et de la demande, l'inflation, le tableau des opérations financières de l'État, la balance des paiements, bref, tous les concepts généraux de l'économie et leur nomenclature nationale ont été abordés au cours de cette session de formation. Une approche interactive saluée à juste titre. Quand nous disons par exemple résultat ou bien quand nous entendons résultat net des économistes et que nous disons à la population, donc à nos lecteurs et à nos téléspectateurs bénéfices, ils comprennent. Mais encore faut-il que nous-mêmes nous sachions exactement comment est structuré, comment on arrive à ce résultat net, comment on conçoit ce résultat net de sorte que nous soyons parfaitement à l'aise à parler des sujets que nous comprenons nous-mêmes et que nous pouvons simplifier à l'intention de la population. Je pense que le ministère de l'économie et des finances a eu le nœud creux, n'est-ce pas, d'organiser ce séminaire qui va, je le pense, renforcer les capacités de l'ensemble des journalistes. Ils sont 26 au total, les praticiens de l'information économique à prendre part à cette première session. Pour le ministère en charge de l'économie et des finances, initiateur de ce programme, l'objectif est d'approfondir les analyses des données et performances économiques ivoiriennes en vue de mieux informer les populations. Cette formation se veut un condensé d'informations qui permettent à chaque utilisateur d'appréhender les résultats des actions entreprises par le gouvernement depuis quelques années. C'est de pouvoir nouer un partenariat avec les journalistes économiques
afin de pouvoir partager fondamentalement avec eux la vraie information sur l'économie ivoirienne pour que les performances réalisées ainsi que les faiblesses, ils puissent en rendre compte. Et c'est le retour au niveau des populations qui permet au gouvernement d'élaborer les bonnes politiques. Ces auditeurs bénéficieront d'une série de formations qui débouchera à terme sur la mise sur pied des réseaux de journalistes économiques outillés pour analyser les différentes mutations économiques locales et internationales. Des équipements pour des centres de formation professionnelle. Ils viennent d'être dotés de matériel répondant à l'évolution de la technologie dans le domaine de l'automobile. Des dons réceptionnés par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le compte rendu de Jean-Marc Adjadji. Au centre de perfectionnement au métier de l'automobile, l'ambiance est conviviale. 3 moteurs d'automobile de dernière génération et une boîte à vitesse répondant aux exigences des technologies sont offerts aux établissements de formation professionnelle. Donateurs, ces 2 entreprises partenaires s'engagent à accompagner le ministère dans la promotion du capital humain de qualité. Nous recevons des étudiants que nous embauchons, mais qui sont à des années-lumière en arrière par rapport à la technologie des véhicules que nous recevons à ce jour. Donc aujourd'hui, l'objectif est de réduire le gap entre la qualité de l'enseignement et la technologie actuelle. Le bon diagnostic est indispensable pour la maintenance des véhicules. L'outil que nous offrons là va permettre de rendre encore le technicien plus performant en étudiant ce qu'on appelle les valeurs de fonctionnement en temps réel. Cela représente vraiment une bonne opportunité que nous souhaitons voir se multiplier. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ces matériels didactiques viennent combler les besoins liés au déficit d'équipement et au vieillissement des appareils ne répondant plus à une formation de qualité. C'est quelque chose de très important pour les jeunes, avoir les outils modèles pour pouvoir apprendre. Aux enseignants aussi, pour pouvoir faire les formations. Je crois que nous allons poursuivre sur l'instruction du Premier ministre et ses efforts de sorte à équiper progressivement tous les établissements d'enseignement technique et professionnel en outils modernes, de sorte que, comme le souhaite le président de la République, une grande partie des jeunes aujourd'hui puissent aller vers l'apprentissage, vers la formation au métier. Le gouvernement souhaite accroître significativement le taux d'insertion professionnelle des diplômés. À ce titre, des réformes et des projets de réhabilitation de 10 centres techniques sont engagés en vue de réadapter la formation au marché de l'emploi. Et la 27e édition du FESPACO a clos ses portes samedi par la proclamation du palmarès des prix officiels. L'étalon d'or de Yenanga a été remporté par le film La femme du fossoyeur du Somalien Ahmed Khadar. Le vainqueur représenté samedi soir à Ouagadougou remporte la somme de 20 millions de francs CFA, le trophée ainsi que des gadgets. L'étalon d'argent de Yenanga d'une valeur de 10 millions a été remporté par le film Freda de la réalisatrice haïtienne Jessica Jean-Russe. L'étalon de bronze de Yenanga d'une valeur de 5 millions de francs CFA a lui été attribué au film Une histoire d'amour et de désir de la Tunisienne Leila Bouzid. Vous l'aurez compris, pas de moisson cette année encore pour les films ivoiriens. La cérémonie de clôture de cette 27e édition du FESPACO a été présidée par le président du Faso Roch, Marc Christian Kaboré, et son homologue sénégalais Macky Sall, dont le pays était l'invité d'honneur. On termine ce flash d'information avec l'actualité à l'international. À Taïwan, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,5 a frappé le nord-est de Taïwan ce dimanche matin. C'est une information de l'agence de météorologie. Les habitants ont aussi signalé de fortes secousses dans la capitale Taipei. L'agence de météorologie a situé l'épicentre du séisme dans le comté du Yilan et a indiqué qu'il s'était produit à une profondeur de 67 km à 13h11, soit à 5h11 GMT. Voilà, on s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à notre chaîne. On se retrouve ce soir à 23h.